Salutations Fury et non Fury. Il y a un moment déjà, ADN Anime a annoncé son ambition de créer un catalogue de séries d'animation avec comme fer de lance une adaptation de Dreamland. Et le teaser nous vend une ambiance dépaysante quand on a connu le manga. Autant dire que je suis intéressé de voir ce que va donner un dessin animé dans l'univers de Renaud Lemaire, auteur montpelliérain qui a réussi à vendre son projet à Kana en 2006. Le souci, c'est que certains, trop contents d'avoir leur propre Neketsu sauce Cocorico, se sont permis de clamer que c'est le meilleur manga de tous les temps, et il n'en fallait pas moins pour m'irriter. Shaman King les écrase tous. Mais plutôt que de parler de ma série préférée, j'ai décidé de parler de Dreamland, parce qu'il faut bien rappeler que ce n'est pas une étiquette sur un manga qui en fait sa valeur, c'est son contenu. Affrontez votre plus grande peur, préparez votre aventure en tant que voyageur, nous partons dans le monde des rêves et ça va pas toujours être très beau à voir. Déjà, reconnaissons à Dreamland qu'il a eu la popularité nécessaire pour justifier un intérêt pour faire du manga made in France. Mais ce n'est pas le premier manga francophone à être sorti, ce n'est pas le meilleur manga français qui soit, pour moi Radiant le dépasse, Radiant qui a tellement bien marché qu'il a été traduit et exporté au Japon, je vous mets au défi de me citer un seul autre manga qui a réussi cet exploit, et a même reçu une adaptation en dessin animé, diffusée sur Game One dès le 2 septembre 2019, puis disponible sur Netflix, et Radiant a vu son premier tome publié en juillet 2013, soit 7 ans et demi après le premier tome de Dreamland. Bon, il faut dire que certains éléments de Radiant ont pu être changés plus facilement pour s'adapter à un public plus regardant et rendre la personnalité de Seth plus cohérente dans le début de la série. Pour Dreamland, c'est plus... On sent qu'il y aura un peu plus de travail. Il fallait cependant que l'adaptation se plie aux normes du CSA et on devine qu'il y a eu du travail quand on voit par exemple que Saba remplace son joint à fumer par un brin de bambou. C'est du classique, on a ça aussi dans Lucky Luke et certains éléments scénaristiques semblent plus clairs dans le trailer que dans le manga. D'ailleurs, de quoi parle le manga ? Terence Meyer, lycéen montpelliérain de 18 ans, a une existence des plus banales, plutôt fainéant, amoureux de la belle Lydia mais trop timide pour se déclarer. Il est pyrophobe depuis la mort de sa mère dans un incendie l'année de ses 7 ans, et rêve lors d'un certain soir de la mort de cette dernière. Mais alors qu'il arrive dans ce même rêve à surpasser sa peur et à oser braver les flammes, il se met à contrôler le feu qui l'encercle, et devient un voyageur, un individu capable de se contrôler dans le monde des rêves et de garder ses souvenirs quand il se réveille. De plus, ayant vaincu sa peur du feu et s'étant lié à un serviteur du seigneur cauchemar Asmodeus, il maîtrise la pyromancie quand il est dans Dreamland, ou du moins il essaye. Réunissant d'abord autour de lui une petite équipe de voyageurs pour mieux s'aventurer dans ce nouvel univers de danger et invité par un très vieux voyageur à explorer Dreamland, il s'est fixé le but de trouver un chemin vers Edenia, le royaume des rêves, où vont les âmes des défunts quand ils quittent leur vie terrestre afin de revoir sa mère. Ça tombe un peu à plat dit comme ça. Déjà, je dois reconnaître que Dreamland part avec un concept en or. Le concept de rêve éveillé, mais en continu, avec des super pouvoirs, fallait y penser. Mais après quelques tomes, à ma première lecture, il y a plusieurs éléments que je trouvais très brouillons, voire incohérents, qui m'ont amené à croire que Renaud Lemaire, avec son concept en or, n'a pas senti le besoin de le travailler. Mais comme il m'a fallu me retaper la série, certains éléments ont plus de sens aujourd'hui. Mais penchons-nous plutôt sur le concept. Dreamland est le pays des rêves où l'esprit des rêveurs part durant leur sommeil. Ils n'ont généralement pas de contrôle dessus, ne s'en souviennent pas toujours et n'ont pas conscience qu'il existe un pays des rêves. Les voyageurs sont des rêveurs qui ont transcendé leur état de rêve subconscient pour devenir pleinement conscients et maîtres de leurs propres décisions dans Dreamland. La plupart développent un pouvoir, mais pas tous, car il est possible de devenir voyageur dans des circonstances particulières, comme par exemple abuser de psychotropes. Mais les rêveurs ne sont pas les seuls à peupler Dreamland, car il y a déjà les habitants des rêves et les créatures de cauchemar, rassemblés en différents royaumes. On distingue d'ailleurs les rêveurs des créatures de rêve à leurs oreilles, pointues à la manière d'elfes pour les créatures des rêves. Il y a des exceptions, mais la règle c'est que les rêveurs n'ont normalement pas d'oreilles d'elfes. A noter qu'on peut y croiser aussi des animaux anthropomorphiques. A noter aussi qu'il existe des objets dans Dreamland qui ont des utilités différentes et dont certains, appelés objets du destin, pas ceux-là, sont très convoités par les voyageurs pour faire les gros billes. A noter aussi qu'il existe un système de surveillance généralisé qui permet de noter les faits et gestes des voyageurs dans tout Dreamland et sont compilés dans une presse people appelée Dream Mag. C'est sans doute par le biais de ce magazine que s'est mis en place un système de classement des voyageurs en grade de puissance, le classement SMB. C'est ce qui donne son penchant Neketsu à la série, même s'il manque quand même un petit quelque chose. Des raisons propres à chaque voyageur de devenir numéro 1. L'esprit de compétition existe, mais ça n'a pas l'air d'être le cas pour tout le monde,
et ceux qui recherchent la place de numéro 1 semblent surtout avoir un ego démesuré ou quelque chose à compenser. Par contre, il y a une chose qui est vraiment réussie, même s'il a fallu que je me replonge dans la lecture et complète avec les derniers tomes, la mythologie de Dreamland est grandiose. Je dis bien mythologie car certaines créatures des rêves existent depuis plusieurs siècles et trouvent leur nom dans la mythologie de notre monde. La dynastie des Midas, en référence au roi qui transforme tout ce qu'il touche en or, et dont le membre le plus puissant, Infinity Midas, a unifié les 7 pays de l'or. Toute référence à une autre série connue serait fortuite. Apollon, le vrai peut-être, et même Typhon le titan, ici présent en tant que tueur de seigneurs, qui naît chaque fois que l'équilibre des pouvoirs entre royaumes est menacé, et bien d'autres, qui ne sont pas sans rappeler tout ce que la fiction a créé comme épopées mythiques. L'évocation des aventures d'Infinity Midas m'ont beaucoup fait penser à l'épopée de Sigmar dans Warhammer Age of Sigmar. C'est dommage que ça arrive tardivement, mais au moins ça montre à quel point Dreamland est vaste et les voyageurs infiniment petits mais courageux de le parcourir. D'ailleurs, Dreamland est organisé en régions concentriques, les plus éloignées du centre étant les plus dangereux, comme les royaumes dans Age of Sigmar, qui est postérieur à Dreamland. À méditer. Dernier point développé et ensuite promis, on reprend le plan de vidéo comme les précédentes manga analyses. Ça fonctionne comment un pouvoir de voyageur? C'est très aléatoire en fonction de la phobie. Surtout que ça peut donner des pouvoirs hilarants, comme la peur de l'engagement. Certains reçoivent une augmentation corporelle avec des griffes en acier, tu méfies son bras pour avoir des patates généreuses à donner, etc. D'autres deviennent des contrôleurs et manipulent un élément, comme Terence qui manipule le feu, même si ça lui sert surtout à absorber les flammes et en invoquer sous le coup de la colère. Cette façon spécifique d'utiliser son pouvoir est cohérente avec son passif vis-à-vis de la mort de sa mère et la façon dont il a reçu son pouvoir. Certains sont en symbiose avec une créature liée à leur phobie. Certains n'ont pas de pouvoir comme Saba qui est un vrai boulet mais a le pinceau du destin pour faire plein de trucs avec, même si c'est pas toujours ce qu'il veut faire. Et d'autres encore sont des invocateurs. Comprenez qu'ils font appel à des créatures de rêve pour combattre à leur côté, comme Savane qui doit passer des pactes avec des poissons pour avoir le droit de les appeler, ou F qui fait sortir des motifs de ses vêtements ou tatouages qu'elle commence alors à collectionner. Autant dire qu'avec tous ces éléments réunis, outre l'adaptation en série animée, je vois bien Dreamland en MMORPG ou en jeu de rôle papier. Comme c'est un manga français, il est réalisé selon le schéma éditorial français. Donc pas de chapitres prépubliés, mais les chapitres d'un seul tome travaillés sur une année, ou plus longtemps, par une personne, avec quelques proches pour aider dans le cas de Renaud Lemaire. Et pas de répartition des tâches entre scénario et dessin comme dans Kenan ou les carnets de l'apothicaire. Non. Comme Lynn pour Shinobi-Iri, Renaud Lemaire était seul aux commandes. L'autre contrainte pour Lemaire, c'est qu'il est édité chez Pika Édition et donc il doit rendre son travail dans des délais fixés par contrat. Donc autant se montrer plus indulgent et accepter qu'un bon manga français, c'est comme un fromage, ça s'affine avec le temps de publication d'une série. Mais on part quand même avec une base compliquée, un début de série qui se cherche et une limite de temps posée par contrat. Ça n'aide pas. Sans parler du style à l'époque, mais on en reparlera plus tard. Certains disent que la série débute vraiment au tome 3, quand l'équipe est au complet et que l'objectif de trouver Edenia est fixé. Mais soyons honnêtes, un manga ça commence dès le tome 1, et dès le chapitre 1. Et soit on adhère, soit on décroche, et si certains ont adhéré pour aller jusqu'au tome 20, c'est qu'il a trouvé son public cible. Je n'en fais pas partie, mais il a bien fallu lire tous les tomes pour avoir un avis plus ouvert. Le principal souci d'accroche peut s'attribuer au fait que la quête pour Edenia commence au tome 3 et qu'avant, Terence avance à tâtons dans ce nouveau monde, comme n'importe quel débutant face à l'inconnu en somme. Ça reste une approche risquée mais intéressante. Cependant, il reste malgré tout des défauts assez lourds. Le premier, et non des moindres, il y a beaucoup trop de personnages. Certains sont juste présents pour une ou deux répliques et ils ne réapparaîtront pas avant longtemps, ou bien on se demande pourquoi ils ont été introduits pour ne rien en faire et pourquoi ne pas les avoir introduits plus tard. Surtout si c'est pour ne pas en faire plus que des petites nuisances de passage. En allant compter les personnages nommés par curiosité sur le wiki officiel, j'en ai compté environ 280. Et je n'ai pas rajouté ceux qui figuraient dans le classement SMB sans être cités ailleurs. Je savais même plus à un moment si j'avais déjà compté ou non tel ou tel personnage. Si avec Wikipédia on a du mal à s'y retrouver, alors je vous dis pas dans le manga. Et le second effet qui se coule de cette trop grande multiplication de personnages, c'est que certains ne reçoivent pas l'attention qu'ils méritent de la part du scénariste, de Renaud Lemaire quoi. Je vais juste prendre l'exemple d'Asmodeus, le seigneur cauchemar du royaume infernal. Plusieurs éléments le campent comme un personnage important de la série, et même le trailer de la série animée nous donne une bonne place à ce personnage. Il est l'instigateur à l'origine de la guerre qui se prépare contre le royaume obscur, le plus puissant royaume de tout Dreamland. Il forme donc une alliance avec d'autres seigneurs cauchemars dont les royaumes élémentaires,
d'autres références à Final Fantasy seraient fortuites, et une poignée de seigneurs des rêves. Il propose, au lieu de recruter seulement des créatures des rêves qui sont mortelles dans Dreamland, donc irremplaçables dans Dreamland, d'embrigader aussi des voyageurs qui deviennent des pions sacrifiables à souhait. Et en plus, à la fin du tome 15, on découvre qu'il avait un objectif secret, personnel, pour la faire à l'envers à tout le monde et devient un des êtres les plus puissants de tout Dreamland. En tout cas, il devient le Seigneur Cauchemar le plus puissant. Autant dire que le concept de personnage qui campe ce genre de plan est forcément un antagoniste intéressant. C'est Dark Sidious, doublé de Hans Gruber dans Piège de cristal. Manipulateur, calculateur, égocentrique, charismatique et capable de fédérer autour de lui d'autres seigneurs avides de voir tomber le plus dangereux de tous les seigneurs de Dreamland. Mais la mise en scène le campe aussi comme un mégalomane, raillant les royaumes aussi bien par la promesse de puissance que par la menace, nous privant d'en être stupéfaits au moment de découvrir son véritable plan au moment où il le met en œuvre, ce qui fait qu'on ne se sent pas investi dans ce plot twist. Et quand il met une menace de mort à exécution, il est tourné en ridicule en voyant sa boule de feu lui revenir dessus par un voyageur qui passait par hasard dans le coin. Bon, c'est Tropicana, mais quand même. Bref, c'est un gros gâchis, et je n'ai parlé que d'un personnage secondaire. Imaginez quand il y en a 300, aucune hiérarchisation claire de leur importance dans les différentes intrigues qui s'entremêlent, à part ceux qui apparaissent et meurent tout de suite après. À titre de comparaison, sur le Wikipédia de Radiant, seuls 25 personnages principaux sont listés sur 16 tomes. Les autres personnages ne sont pas inintéressants et apportent quelque chose à l'univers de Radiant, mais ils ne polluent pas sur la quête de Seth pour trouver la source des Némésis, et ils sont donc dispensables. Dans Dreamland, on n'a pas d'informations claires sur leur dispensabilité, et on doit attendre le tome 20 avant de comprendre en quoi certains sont indispensables. Dans One Piece au moins, quand les personnages ont terminé leur rôle, on les laisse sur leur île et on ne les force pas à revenir dans l'intrigue. À quelques exceptions près, mais c'est des exceptions. En fait, plus j'y pense et plus j'ai l'impression que Renaud Lemaire a traité ces personnages comme des people. Ou plus exactement que Renaud Lemaire les a traités comme dans une presse people. En traitant avant tout la surface des personnages sans leur donner forcément de profondeur. Et que du coup, on définit ces personnages d'abord et avant tout par des éléments superficiels. Ce qui explique aussi 2-3 trucs sur le physique de magazine des personnages. Un autre avertissement aussi si vous voulez lire la série, elle s'articule en cycle de 4 tomes plus 1. Comprenez que les tomes 5, 10, 15 et 20 s'éloignent un peu, voire carrément de l'intrigue de la recherche d'Edenia. Dans des séries comme Black Butler, il arrive qu'après un arc narratif, on ait 1 voire 2 chapitres de pause pour que l'auteur respire un peu et fasse un scénario récréation pour préparer la suite de sa série. Là, on a à peu près 1 tome chaque fois qui mettent en pause l'intrigue, et ces tomes restent un condensé d'autres éléments de la série, de la vie de tous les jours avec le bac, à la préparation d'une guerre chez les seigneurs cauchemars, alors que Terrence et ses compagnons, qui se nomment les Lucky Stars, n'y sont pas mêlés directement le reste des tomes. Et s'ils s'y retrouvent mêlés, c'est uniquement parce que cette guerre nuit à leur quête d'une façon ou d'une autre. Et le problème, c'est que si on veut comprendre les éléments issus d'un chapitre, on ne peut pas sauter les tomes si facilement. Il faut bien retrouver qui est ce PNJ et quelles sont ses motivations pour agir ainsi dans ce moment de la série. Certains comme Attila ou Toro Picana sont suffisamment marquants pour qu'on s'en souvienne, vu qu'ils interviennent et ne sont pas des figurants qui regardent de loin un combat, mais il y a tellement de personnages qui s'ajoutent au gré des tomes et qui sont si nombreux à être réutilisés dans différents contextes que ça devient difficile de s'y retrouver. Ce qui rend plus frustrant le fait de ne pas suivre les aventures des Lucky Stars. De ces tomes de pause, c'est le 20 qui s'en sort le mieux, vu qu'il sert surtout à faire le bilan de la bataille de Celestia et permet aux Lucky Stars, qui sont plus présents que dans les tomes 10 et 15, de souffler et nous rappeler qu'ils ont aussi une vraie vie avec crise de couple et permis de conduire à passer. On ne sait pas comment ni même s'ils vont poursuivre leur route vers Celestia, mais la voie de la facilité n'est peut-être plus possible pour eux. Ils sont arrivés jusqu'à la zone 3, vont-ils devoir aller plus loin dans les zones dangereuses ? Réponse à la sortie du tome 21. L'autre gros problème que j'ai personnellement avec cette série, ce sont les incohérences scénaristiques disséminées par-ci par-là. C'est souvent discret ou bénin, mais ça reste présent. Commençons par évacuer la question des langues. Tout le monde parle français dans Dreamland, quelle que soit sa nationalité d'origine. C'est pas grave, on voit aussi ça dans les mystérieuses cités d'or et Montana Jones. On va supposer qu'il y a un langage universel et que Dreamland est l'endroit où l'âme des voyageurs et des créatures des rêves est la langue officielle. L'essentiel des incohérences évidentes tourne autour du personnage secondaire Sean, pas celui-là. Sean donc, qui est un voyageur québécois qui, si je me réfère à la géographie, est plus à l'ouest, donc voit le jour se coucher bien après en France.
Donc, pendant que Terence, Savane et Saba se bourrent à une soirée étudiante et font ce que tout jeune bourré ferait, Sean devrait profiter de sa journée, mais est déjà dans Dreamland. Il a été sauvé par Young pour ne pas devenir un serviteur d'un seigneur cauchemar et voudrait voyager et protéger des rêveurs comme Terence. Mais en fait, il a changé d'avis et va voir Prévis pour apprendre à devenir plus fort et se retrouve asservi à elle, par la manière douce. Et en plus, on apprend qu'il a un sosie dans la petite armée de cette dernière, sosie qui s'appelle Lucas et est son frère jumeau dans la vraie vie, et que Prévis, pour éviter qu'une prophétie ne se réalise, doit garder leur lien gémellaire secret. Déjà que la formule de la prophétie en fiction fait débat, elle choisit quand même d'en parler à Lucas, et lui demande de porter un masque et le renomme Zéro. Donc aucun jumeau ne devait être au courant qu'il y a un jumeau en raison d'un MacGuffin artificiel, mais Lucas est quand même mis au courant et il accepte de ne pas en parler avec Sean alors qu'un frère jumeau c'est une nouvelle qu'on a généralement envie de confirmer. Bon, il y a un manga qu'il faut lire, on va pas trop digresser là-dessus. Mais la palme des incohérences revient à Terence qui, au terme de voyage jusqu'aux portes d'Edenia, abandonne finalement sa chance en train de se claquer devant lui parce qu'il préfère aller se battre pour sauver des vies et abandonne derrière lui son traumatisme, abandonner un traumatisme quand même, pour aller de l'avant et arrête par la même occasion d'être égoïste, mais quoi? Mais attendez, que vous ayez lu le manga ou pas, faut refaire le bilan. Il aide Jimmy à se libérer de l'emprise d'un seigneur cauchemar, il sort le père d'une amie d'un coma, il empêche un voyageur de ruiner la lignée la plus sacrée du royaume des chats alors que c'est Eve qui a négocié une avancée dans la quête d'Edenia de son côté, il est prêt à mettre en péril sa quête personnelle pour tenter de sauver un des plus puissants et altruistes êtres de tout Dreamland face à un groupe de voyageurs tueurs plus puissants qu'eux, et vous voulez me faire croire qu'il a toujours été égoïste? Venant de ses potes, qui le porte à bout de bras pour qu'il puisse enfin passer la porte d'Edenia alors qu'il ne les a jamais forcés à suivre, donc pas forcés à rester avec lui, ça passe mal. Mais de la part de Sean, qui s'est lancé dans une guerre qui ne le regarde pas que parce qu'il s'est fait embrigader le plus facilement du monde et qui n'a jamais suivi le parcours de Terence, ça passe encore moins. Ne pas se surénerver, ne pas se surénerver. Et si on parlait de l'humour, tiens? Dreamland puise une grande partie de son inspiration dans des neketsu déjà existants, dont One Piece et Dragon Ball. On a donc un style d'humour assez approchant. L'aspect caricatural et cartoon s'exprime bien dans Dreamland, complété avec par-ci par-là une touche de what the fuck bien sentie, mais dans la vraie vie aussi on a droit à cet humour-ci, notamment avec le prof de Terence et Eve, Monsieur Mujo. Ou Muro. Bon. J'ai des oncles et tantes professeurs, donc je voudrais dire que c'est pas réaliste, mais on a tous connu au moins un prof dans notre période collège-lycée qui était un original, donc j'accepte. C'est toujours drôle à voir dans une série, surtout quand c'est un cas isolé comme Monsieur Mujo, qui est une sorte de Monsieur Garrison sauce One Piece. Bon, malgré ça, l'autre aspect de l'humour dans Dreamland fonctionne limite. L'humour crotte de nez ou pipi caca. C'est souvent employé soit comme une solution de facilité, soit pour en rajouter, et on a très peu d'occasions de voir quelque chose qui marche avec. Heureusement, tout l'humour ne tourne pas autour de ça. Mais il y a des gens que ça gêne plus que d'autres. Il y avait aussi ce genre de gag dans Radiant, mais ils y sont plutôt rares, on ne s'étale pas dessus, rarement plus de une ou deux cases, et la plupart ont pu être gommés dans l'adaptation animée. Et en plus, Radiant se paye le luxe d'en faire quelque chose dans le scénario à l'occasion. Bon, je pense qu'on a survolé les principaux problèmes. Ah putain, non, pas de sextape dans un manga! Je m'en fiche que ce soit pour présenter un nouveau domaine de Dreamland. Je m'en fiche que ce soit pour ajouter un nouvel obstacle à Terence le temps d'un arc narratif. Même si le passage en Mojoland est drôle, on n'avait pas besoin d'un truc aussi explicite. C'est juste de trop, et ça vise uniquement les lecteurs qui veulent se sentir adultes en lisant des trucs les plus transgressifs. Ce genre de scène, c'est plus du grain à moudre pour les boomers qui veulent descendre les mangas qu'un véritable ajout. D'autres façons de mettre en scène auraient pu se faire avec plus d'érotisme que de porno, comme Renaud avait déjà fait avec Prévis et Sean par exemple, mais non! Et quitte à utiliser des ellipses pour faire se passer des choses hors cadre, c'était justement le genre de séquence où il fallait que ça se fasse hors cadre, ou de manière assez pudique pour ne pas faire trop porno. Bon, d'après une discussion sur Twitter, cette scène sera évitée dans la série en préparation. Du coup, repartons sur une note plus positive. Graphiquement, Renaud Lemaire a évolué au cours de la série, le genre d'évolution qu'on aurait préféré avec un ensemble de projets plus courts vu qu'il a carrément redessiné le premier tome et la couverture des second et troisième pour mieux coller avec le style du 12 à sa sortie. Ce qui a eu pour conséquence de ralentir un peu l'édition de ce dernier,
Mais c'est un détail. Aujourd'hui, Renaud Lemaire a trouvé sa patte graphique. Le principal souci par contre, c'est que pour apprécier la série, il faut quand même se farcir cette évolution tome par tome. Avec la préparation de l'animé, il y a encore une réédition du tome 1 en mode masterclass qui se prépare avec l'arrivée de l'adaptation. Je me demande comment les nouveaux lecteurs vont réagir à cette évolution du style qui fait les montagnes russes. Tome 1, masterclass, tome 2, masterpiece. Et puis, même au niveau de la mise en scène, l'évolution se fait ressentir. Souvent, il fallait le texte pour commenter ce qui se passe à l'image, voire utiliser le texte pour dire ce qui se passe hors champ, même avec la première réédition, et ce genre de problème apparaît encore dans le tome 18. Faute de temps à cause d'une deadline sans doute, c'est dommage, mais ce qui se passe à côté dans le tome 18 est assez plaisant pour qu'on pardonne cette fois-ci. Bon, par contre, le problème de se reposer sur le commentaire de texte, c'est que bien souvent, il faut se baser sur le texte pour voir que Savane arrive à évaluer à l'œil nu la puissance d'un voyageur, ou qu'on doit connaître le rang SMB d'un voyageur pour se faire une idée de son niveau de puissance. Juste se faire une idée. Et dans certaines scènes de combat n'impliquant pas au moins un membre des Lucky Stars, on a plus un combat esthétique façon Star Wars la menace fantôme qu'un combat où on sent la différence de puissance des protagonistes. Quand ça ne devient pas carrément illisible dans la cité de Cavenin. Ah pardon, c'est un temple de Senseiya? Ah non, c'est encore une référence. J'adore pas les séries qui comptent plus sur les références que sur le développement d'un scénario peaufiné. Et pour le combat Dolce Arca, on essaie de nous faire croire que c'est beau en rajoutant un commentaire sportif façon Jean-Mimi. Bon, revenons au dessin. Il fait très shonen, et on sent bien au détail que ça se passe plutôt en Occident qu'au pays du soleil levant, au fait des poils au menton, des styles vestimentaires, enfin, quand il y en a, du lycée et du bac, de la présence d'une foule de détails comme des piercings, tatouages, etc. Tatouages qu'on peut se faire dans Dreamland et qui restent dans Dreamland, donnant l'idée que l'identité de voyageur évolue différemment de celle de personnes réelles. Dans les premiers tomes, quand on regarde certaines cases, on sent que ce n'était pas le réalisme qui était recherché à la base, comme si Renaud voulait faire du cartoon avant tout. Mais ça, c'était au début parce que par la suite, on a des changements drastiques pour viser une esthétique plus sérieuse. Et heureusement, j'ai envie de dire, Dreamland a commencé de manière très brouillonne et tend à trouver plus tardivement son esthétique définitive. Avec pas mal de profils qui rendraient bien en maillot de bain à Cannes, mais avec encore du cartoon moins marqué par-ci par-là. Pour bien marquer la différence entre vie réelle et vie dans le rêve, Renaud Lemaire a utilisé une astuce toute simple. Le changement de couleur de la gouttière, blanche dans la vraie vie, noire dans Dreamland. Dans une bonne partie des cases, on comprend l'action. Et quand on ne la comprend pas assez, le dialogue pallie certains manques. Ou alors, c'est pas grave, on attend le résultat final dicté par le scénario. Au final, il n'est pas compliqué de suivre l'histoire. Les actions sont simples et lisibles dans l'ensemble, ce qui est un plus quand on doit revenir en arrière chercher qui est ce personnage. On a aussi des pages couleurs, mais jamais aucune d'elles ne semble apporter quelque chose en plus, surtout dans les premiers tomes. Et on a des fausses pages couleurs ramenées en noir et blanc dans certains chapitres, sans que ça ait l'air d'apporter quelque chose non plus. Quand on voit des pages en pur noir et blanc comme la première approche de Dolce le Corbeau, on a un plus. Ça crée une atmosphère tendue, le temps se suspend. En tant que spectateur, on a ce sentiment d'acuité visuelle accrue, du fait que les détails ressortent mieux, mais les fausses pages couleurs, je ne comprends pas. En fait, en relisant dans certains tomes, dont les 2, 3 et 8, on a un chapitre au style complètement différent, qui fait tâche avec les autres, sans pour autant arriver à nous faire décrocher de l'histoire. Comme si Renaud n'avait pas le temps de tester un style différent sur son temps libre, et a décidé de faire un crash test sur la série qui est en train de vendre à Pika Édition. Bref, c'est assez inégal au long de la saga, mais avec une évolution positive dans le temps qui tend à se stabiliser. Quant au choix de support, on a un mix entre traditionnel et numérique. Le storyboard, le dessin et l'ancrage sont réalisés sur papier, puis les planches sont scannées, nettoyées, puis travaillées à l'ordinateur pour les textes, trames et effets de flou. Surtout dans les derniers tomes où le style est désormais maîtrisé. Une fois encore, je trouve dommage que ce ne soit pas développé à partir de projets plus petits, mais dans un même temps, je me dis que si Renaud avait commencé par de courts projets, est-ce qu'il aurait assez intéressé des éditeurs pour Dreamland, et au final, est-ce qu'on aurait eu une saga qui en est aujourd'hui à 20 tomes? Et est-ce qu'il n'y aurait jamais eu d'adaptation en dessin animé? Bon, avec des si, on mettrait sûrement Dreamland en bouteille. Pour être honnête, j'ai écrit une première version de manga analyse sur Dreamland avec un ton beaucoup plus acide. Mais après avoir laissé décanter un peu le texte, je me suis rendu compte que je manquais pas mal d'objectivité et de structure. Je plaide coupable parce que depuis Shaman King, je ne trouve plus de Neketsu aussi satisfaisant pour moi. J'ai lâché One Piece dans l'arc des îles Célestes, j'ai arrêté l'attaque des Titans à la fin du tome 4, je n'ai pas vu un épisode ni lu un chapitre de Naruto, et je me suis bien ennuyé au tome 1 de Jujutsu Kaisen. Je ne trouvais plus mon compte dans ce style. Sauf Radiant.
Bref, il a quand même fallu que je prenne d'énormes pincettes pour faire cette longue analyse. Parce qu'il est clair que je n'étais pas le bon public cible. Mais je n'ai pas non plus eu le sentiment d'avoir perdu mon argent à le lire. Certains éléments m'insupportent, mais à côté ça m'est arrivé de hurler de rire sans y avoir été préparé, ou de subir de plein fouet une scène poignante. Donc si vous lisez Dreamland, ou que vous vous arrêtiez en cours de route, ou dès le premier tome vous abandonnez l'idée de continuer à lire, tous vos choix sont légitimes. Mais reconnaissons à Renaud Lemaire d'avoir pris un pari risqué, créé une saga pérenne avec ses hauts et ses bas, mais avec le succès au rendez-vous, et qui continue de faire rêver les francophones qui veulent faire du manga cocorico, et a permis à quelques-uns de se lancer avec aussi le succès au rendez-vous, et qui au final mérite quand même bien son succès. Et j'attends de voir l'adaptation avec une certaine impatience. Que vous soyez d'accord ou non, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, laissez votre commentaire et likez si ça vous chante. Vous pouvez aussi partager sur les réseaux sociaux. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.